J'ai encore des dirigeants qui te disent le jeune qui arrive, je le mets dans une chaise, sur une chaise en bois, ça va lui faire du bien, il va apprendre au début. Et à la fois, tu as des générations qui disent bah non, nous c'est la culture, on veut que les employés soient bien, on va avoir un lieu sympa où les gens soient contents de venir. Il y a ces transitions-là qui sont en train d'arriver et ça c'est super intéressant. Je pense ce qui est très très dur, c'est la dichotomie entre le bureau et les opérations. Parce que tu as des gens qui bossent, tu prends la restauration, donc le gars il peut avoir fini à minuit et demi, il a encore 1 heure de transport, tu es debout, tu as porté des plateaux, c'est dur, tu t'es fait mal. Et eux, ils côtoient des gens qui sont au bureau du dessus, haha on rigole, machine à café, viens me raconter ton week-end, et ils comprennent pas en fait. C'est des gens qui pointent à l'heure précise, qui se font gronder s'ils sont en retard d'une demi-heure. Et à côté, tu as des bureaux que tu essayes de rendre le plus sympa possible avec des vides bureaux qui n'ont rien à voir. Nous, on a des salariés qui ont fait pas mal de reconversion professionnelle. On a une avocate qui a été serveuse, une juriste qui est devenue sales, une auditrice qui est devenue développeuse. L'enjeu, c'est que le rapport au travail soit hyper sain. C'est pas la petite réflexion, quand la personne part à 17h, t'as pris ton après-midi. Ah bah si, tous les évidemment. Tu fais pas tous ces gens-là, monsieur. En fait, c'est moi qui pars à 17h pour aller chercher les enfants. Je ne distingue pas ma famille de ma vie d'entreprise. Donc ça veut dire que mes salariés connaissent mes enfants connaissent mes salariés. Je veux que mes enfants connaissent mon métier pour pas sentir cette cloison avec leur mère de t'es au travail, je sais pas où t'es. Donc ils savent où je suis, ils connaissent les gens qui m'entourent et vice-versa parce que du coup, moi au travail, comme tu disais tout à l'heure, à 17h, tu vas chercher tes enfants. Donc moi, quand à 17h, je dis je vais emmener mes enfants au sport, les salariés ont une image de qui sont mes enfants. Par contre, on se voit jamais en dehors du travail. J'ai un jour un collègue, il m'a fait un coup de Trafalgar, quoi. Et en fait, on s'entendait bien, je comprends pas. En fait, je comprends pas le truc et tout ça. Il me dit mais Pauline, en fait, là, on est au travail. J'ai le masque. Ce soir, je redeviens sympa. Et là, ouais, ça m'a vraiment, hyper interrogée. J'ai jamais réussi moi à être différente. Donc déjà, je sais pas si j'étais jalouse ou. Nous axons réellement aujourd'hui toute la formation autour de l'hôtellerie de luxe. Donc nous formons le personnel hôtelier déjà en place à l'excellence relationnelle, l'excellence de service en France et à l'étranger. Donc nous avons récemment ouvert une succursale au Maroc, nous avons forcément un siège ici en France et nous développons de plus en plus à l'étranger ces compétences au niveau vraiment spécifiquement de l'hôtellerie de luxe. Donc c'est à moi, j'imagine. Ouais. Moi, je suis Edouard et j'ai cofondé Leto. Leto, c'est une solution qui automatise la mise en conformité au RGPD pour les entreprises et les associations. On est là pour faire gagner du temps aux opérationnels qui sont en charge du RGPD. Et la vision, c'est d'aider les entreprises à mieux protéger les données personnelles des citoyens européens. On a monté le projet il y a 2 ans maintenant. Et on suit un parcours un peu traditionnel start-up. Donc là, on est à Station F. On a levé des fonds en décembre. On a nos premiers salariés. Et donc là, on est en plein d'enjeux d'accélération de croissance commerciale. On a cette vision de passer d'un monde où pour être conforme à RGPD, tu appelles les avocats et tu payes très très cher, à un monde où c'est productisé, comme on dit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser un outil pour potentiellement gérer toi-même ta conformité, le maintien dans la durée de cette conformité et faire évoluer ta maturité dans la durée également. Parce que si tu veux travailler avec un grand compte maintenant, tu es obligé de montrer patte blanche, démontrer que tu es conforme à RGPD, sauf que là, tu n'as pas forcément une armée de juristes pour s'en occuper. Et donc, un outil qui fait gagner du temps, qui fait gagner en efficacité, ça commence à faire bien sens. Oui, et surtout qu'il y avait aussi une carotte de l'État. Ouais, mais alors étrangement, on n'a aucun client qui va nous dire j'ai peur de la CNIL, donc je vais être conforme. C'est plutôt j'ai un trigger, j'ai un déclencheur business qui va lui permettre d'aller plus facilement susciter le besoin. Je crois que c'est à moi. Donc du coup, Pauline, moi j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Yeta et qui est spécialisé en product management, product design. Donc en gros, on va accompagner des clients qui seront grands comptes ou des scale-up, pas trop des startups, sur leur approche produit. On s'aperçoit qu'en France, on manque un petit peu de maturité en fait sur cette méthodologie-là. Pour nous, c'était important de créer un collectif hyper plat, avec des informations transparentes, on redistribue les bénéfices. Enfin, pas mal de choses là-dessus, ça me tenait à cœur par rapport à mon passé. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des personnes qui n'ont pas l'obligation de devenir freelance parce que les modèles salariaux ne les font pas rêver. Donc en fait, c'est vraiment de se positionner là. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans nos sociétés, nos entreprises classiques pour donner envie en fait, de faire du conseil, en tout cas dans le monde du produit.
Je crois que c'est à toi. C'est à moi. Donc moi c'est David. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Keep Growing. Alors pour le coup c'est un collectif d'anciens dirigeants commerciaux. On fait du coaching, de la formation et du management de transition. Donc l'objectif c'est... moi j'ai toujours été salarié, donc je suis entrepreneur depuis très peu de temps. J'ai toujours été dans des boîtes tech, Intel 10 ans, Apple 10 ans. J'ai quitté Apple il y a 4 ans pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et accompagner d'abord des startups. Et il y a 1 an et demi, plus de demandes que de capacité de production et je voulais absolument voir comment on pouvait passer l'étape d'après. Et je me suis associé avec une société qui fait de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants, avec beaucoup d'outils, méthodologies. Et on s'est dit, tiens, vous adressez pas le commerce, vous adressez pas les startups, on crée ensemble Keep Growing. Et en fait, on recrute des coachs qui sont d'anciens dirigeants de start-up ou d'anciens directeurs commerciaux, qu'on augmente aux outils et méthodologies qu'on a créés maison. Et on les aide à développer leur business. On travaille tous ensemble, on co-développe ensemble, que ce soit du contenu, des cours et de la créativité même, dans des vrais sujets où on n'est pas à jour comme l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on en fait et comment on le met dans l'agenda, qu'est-ce que ça veut dire, on fait venir donc on essaye de développer pour éviter que notre connaissance soit obsolète, mais d'être certain que chacun est à jour et de leur permettre aussi de développer leur business et de travailler en communauté. Et c'est très drôle. Je pensais pas m'amuser autant après Apple, mais je passe. T'as innové à ta façon. Ouais, exactement. Et on passe. Non, c'est une aventure humaine super intéressante. Et un peu comme toi, on a un sujet. Moi, j'aime bien d'aider gratuitement, de faire du pro bono. Donc, sur des sujets clés, quand il y a des projets que j'aime bien, qui sont sociétales ou écologiques, ben quand des boîtes qui sont en seed, on se dit bon, ok, on offre du coaching, un peu de son temps, 5-10% de son temps pour aider pour leur permettre de passer certaines étapes. Donc il y a certains incubateurs, notamment on a Marrakech qui est venu nous chercher parce qu'ils ont un incubateur dédié sur l'eau et l'agriculture. Voilà, et c'est le genre de petits projets rigolos qu'on fait on the side qui nous permet aussi de garder la banane et avec des jeunes qui trouvent des solutions incroyables pour l'environnement et l'eau, quoi. Bravo. À moi, Julia, je suis cofondatrice de Maslow. Maslow, ça a vocation à être un groupe de restauration et le premier restaurant vient d'ouvrir là dans le 1er arrondissement et c'est un groupe de restauration qu'on veut low impact. Donc moi j'ai toujours été dans la food, je sais ce qu'il y a derrière, pas que du bien. Low impact, ça veut dire que on a regardé ce qu'il y a dans l'assiette. Déjà, c'est un groupe végétarien sans viande et sans poisson pour contribuer à. Mon objectif n'est pas de rendre tout le monde végétarien, mais de dire qu'on peut aussi sortir au resto vraiment cool sans forcément manger de la viande. Donc ça rentre un peu dans les usages. Et après, dans la conception du resto et dans les opérations, il y a 1 milliard de détails qui sont souvent pas des détails non plus d'ailleurs. Évidemment sur le sourcing, sur la conception du resto, sur les déchets et sur l'autre versant en fait de ce qui va pas dans la restauration, c'est l'humain. C'est un secteur qui a été assez maltraité, qui l'est encore beaucoup, et donc mais d'ailleurs plus personne ne veut travailler en restauration, c'est clair, et donc faire différent aussi du point de vue de l'humain, du point de vue de la qualité de vie au travail, du temps de travail tout simplement, du salaire tout simplement. La restauration, pour faire simple, tu fais 70 heures payé au SMIC et on te fait créer dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que tu changes? Nous on est en planning 4 jours, 3 jours. Toutes les heures sont payées sur le rubis sur l'ongle, donc s'il y a des heures sub, ce qui peut arriver, là on est en ouverture en ce moment, évidemment impossible de tout prévoir, donc tu peux demander aux gens de rester plus, mais tout est compté, tout est rendu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? T'as plein de petits trucs. Moi je viens du monde de la start-up aussi, j'étais dans la food, mais j'étais dans la food tech avant, donc de trucs que tu... En fait, en restauration, tu as la vague impression d'être laissé pour compte, mais comme sûrement à l'hôpital ou dans le BTP ou dans le transport, tu vois. Il y a un monde shiny avec des baby-foot et tu vois, des BSPCE et il y a la vraie vie. Et donc, c'est d'essayer de mettre un peu de ça. Donc, je sais pas si c'est des trucs tout bêtes, mais il y a les cours de sport collectif qu'on a prévu de proposer à la coupure l'après-midi. Le jour de ton anniversaire, il est offert. Quand tu as un enfant, tu as une prime de 100 €. Ok, c'est pas grand-chose, mais juste le message de dire que tu as le droit d'avoir une vie et tu as le droit d'avoir un enfant, ce qui souvent en restauration est un peu mis de côté aussi. Voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais quand même, en fait, je le vois en recrutement, c'est
énorme pour les gens. La moitié, en fait, si tu regardes les équipes, c'est un assez gros resto qu'on a ouvert, donc j'ai 40 personnes pour faire simple. T'as 80% sont venus soit pour la qualité de vie. J'ai des enfants et j'ai enfin quelqu'un qui accepte oui, le jour de la rentrée, je peux demander mon jour de repos pour aller chercher ma fille, c'est possible et c'est pas mal vu. Et tu as une autre partie qui est venue clairement pour les engagements RSE parce qu'ils sont écolos, c'est des jeunes générations et ils travaillent dans des gastros où tu jettes, si le haricot vert il n'est pas parfaitement machin, il est passé à la poubelle, ou enfin bref, des choses complètement aberrantes qui leur paraît super déconnant par rapport à ce qu'eux ils croient. Il est où ton restaurant? Il est sur les quais, à côté de la Samaritaine, quai de la Mégisserie, là où il y a normalement les animaleries. Enfin, il n'y a plus un seul animal, mais... Donc il s'appelle Maslow. Oui, c'est Maslow. D'accord. Ouais, voilà. Donc c'est le premier. On a voulu faire quelque chose de gros pour pas... donner cette impression aussi souvent du végétarien, petite cantine de quartier qui s'excuse un peu d'être là. C'est pas vert, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de végétal, il n'y a pas de... c'est orange, il y a des couteaux à steak. On a essayé de prendre le contre-pied juste parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est pas cool, pas stylé. Bon voilà, c'est plutôt, je crois que ça ressemble à ce que je voulais faire, c'est plutôt assez... L'accueil est bien. Parce que pour ouvrir un restaurant, ça demande combien de temps de préparation? En fait, il y a une grosse inertie, c'est assez frustrant. Moi, encore une fois, comme je viens du monde des startups, ça va très vite. Et là, tu te dis, j'ai tout prévu, j'ai tout réfléchi, ça va le faire. Et en fait, je cherche un local. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et en fait, c'est des projets assez bizarres. Enfin, c'est pas bizarre, mais tu travailles avec énormément de parties prenantes qui ne sont pas du tout à ton rythme. Tu demandes beaucoup d'autorisations administratives, tu demandes l'électricité, tu demandes les bâtiments de France, ta façade. Et ça, c'est des gens qui, en fait, se fichent complètement que tu as prévu d'aller vite. Mais justement, quand tu as un projet comme ça, un peu, un RSE, vraiment très très fort, alors sans faire de politique, mais la ville, les associations, la mairie, on s'entend très bien. Voilà, ils t'aident, dans ces cas-là, ils portent. Oui, mais... Non, mais ça fait pas tout. Mais voilà. Mais au moins, tu es un petit peu aidé. Heureusement. Il y a plein d'autres... l'administration, là tu te prends en frontal sur l'administration française dans toute sa splendeur. Oui, moi j'étais étonnée, là on vient de développer au Maroc et puis donc on a créé une société au Maroc et là-bas ils te disent ça va, c'est pas trop compliqué l'administratif, ils s'excusent d'avance sur l'administratif et je leur dis comment vous dire que ça s'est fait en une journée et demie, ce qui n'est pas du tout le cas ici en fait. Tout est allé très très vite, ils sont très réactifs et ils s'en excusent. Je pense qu'on peut, heureusement tout est digitalisé maintenant, effectivement en France sur l'administratif, mais on peut encore faire mieux. Surtout les relations interpersonnelles en fait. C'est-à-dire que là-bas, ce qui allait très vite, c'est qu'on était très rapidement mis en lien avec les uns avec les autres. Il n'y a pas une attente de 2 semaines pour un rendez-vous. Tu as besoin de quelque chose, venez. Et tu es reçu. Et c'est ça qui te fait gagner du temps. Tu as besoin d'aller là, tu es reçu le jour même. Là, c'est le trou noir. C'est horrible. Là, t'as plus, en fait, ils ont digitalisé, mais du coup, il n'y a plus personne. Tu t'appuies sur des liens, ils t'envoient des liens. Tu as des courriers où ils disent cliquer sur le lien et en fait le lien arrive sur une page d'erreur. Enfin, c'est c'est étonnant. Alors pour le coup, j'ai monté ma première boîte, j'avais 19 ans, c'était entre la première et la deuxième année de prépa. Et à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entrepreneur. Donc j'ai monté une SARL. Donc on était, je sais pas, en 2000, je sais plus combien, 2006, 2005, 2006, quelque chose comme ça. Bref. Et donc pour le coup, l'auto-entrepreneuriat, rien que ça, c'est quand même une belle innovation. Parce que je faisais mes bilans comptables, 19 ans, papa, comment je fais un bilan, machin. Donc pour le coup, non, ça s'est quand même vachement simplifié. Et après, sur les sujets tech, aujourd'hui, on peut monter une boîte en restant de chez soi. On ouvre le compte en banque, le comptable, tous les trucs un peu ennuyeux et rébarbatifs, on les fait quand même de chez soi, sur son canapé, à 23h, et à minuit, c'est plié. Ça, c'est la boîte, elle est là. Il faut quand même bien réussir à gérer, du coup, vie perso, vie pro, parce que là, avec la digitalisation, tu peux plus couper, en fait. Quand tu as une notification de ta banque, ils vont pas se dire c'est vendredi, 21h. Alors ça dérange ou ça dérange pas. Moi, perso, c'est bon, on s'y est fait notre affaire. Mais par exemple, avec nos salariés, on fait vachement attention parce que des fois, ils nous envoient des messages, elles pensent à quelque chose, elles nous envoient un message en plein week-end. Tu as envie de dire, mais t'es pas censé travailler, c'est génial, t'es passionné. Mais en vrai... avec les systèmes de WhatsApp, avec les systèmes, ce qui se passe sur le digital, les réseaux sociaux, etc., ils sont actifs même le week-end alors qu'ils ne sont pas censés l'être en vrai. C'est le plus compliqué. Et c'est pas nouveau comme sujet, toi. Il y a quoi, quand je travaillais chez Intel,
au moment où vraiment, en réalité, elle est une boîte précurseur pour ça. Tous les employés sales marketing travaillent de la maison. Ouais. Ah ouais, Donc le télétravail, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Et donc dans ce cadre-là, quand ils ont poussé vraiment dans les années 2000 le télétravail de façon massive, le gros sujet c'était comment les gens respectent. C'est ça. D'accord. Et comment j'éduque globalement ma ligne managériale à ne plus envoyer d'emails à 20h, après 20h Exactement. ou le week-end. Ouais. Et ça a été une éducation qui a pris longtemps. Alors nous, on a aussi un petit problème, c'est qu'en fait, on est vraiment passionné par notre travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie, des fois, de ne pas travailler parce que c'est dimanche. C'est-à-dire que ça peut être aussi une partie de plaisir, travailler un dimanche. Donc on ne va pas s'obliger à arrêter tout le travail parce qu'en fait, c'est un plaisir. Là, dans l'entrepreneuriat, c'est autre chose parce que nous, on est passionné par notre travail. Mais c'est vrai que je suis très vigilante à ce qu'on essaye de ne pas solliciter, enfin, on ne les sollicite pas, mais des fois, c'est elles qui nous envoient des messages le week-end ou le soir parce que elles sont salariées, il faut respecter ça et on peut pas, elles ne peuvent pas être autant impliquées que nous. Si elles le sont, tant mieux, mais on ne va pas leur demander, quoi. C'est faisable ça, sauf quand tu commences à internationaliser ta boîte. Ouais. Et là, malheureusement, tu commences à ouvrir une filiale aux US. Ouais, c'est ça, la philosophie. Ah, mais c'est ça, tu trouves une filiale aux ouais. US, eux ils se réveillent, il est 15h. Ou au pire à Los Angeles. Non, mais dans ce cas, tu prends des salariés ailleurs. Enfin, en tout cas, je prends les salariés, nous on est en... Oui, mais bon, si tu diriges cette entreprise-là, tu as un quarter en France et que tu as des opérationnels ventes dans le pays, bah, globalement, toi, tu vas te coucher quand on se réveille. Et ça, quand tu es employé dans ce type de boîte, c'est intéressant. Alors, c'est la vigilance à tenir quand tu as une start-up, tu commences à internationaliser et le niveau de culture n'est pas le même partout. Il y a des pays où ils s'en foutent d'envoyer des emails le samedi, dimanche. Et vous n'avez pas, vous, un sujet d'une génération que tu as du mal à impliquer dans ton entreprise post-Covid? Moi, j'ai un sujet de faire revenir les vendeurs au bureau. Oui. Tu parles de quelle génération du coup? Ouais. En vrai, la 28-35, quoi, tu vois. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils te disent? On travaillait bien de la maison. Ah. Oui, mais ton chiffre d'affaires, il s'est écroulé. Ouais. Donc non, oui, mais non. Tu vois, oui, essayer de recréer une cohésion d'équipe sur des petites équipes où finalement le call c'est bien, mais c'est pas souvent. Que certains font leur call mais au bureau de tabac, tu vois, mais pas chez eux. Donc c'est. Alors c'est vrai que le Covid a accéléré pas mal de choses, mais le retour comme on était avant n'est pas possible. On en est tous conscients, tout le monde demande. Mais que ça soit cet équilibrage, le travail hybride, l'hybridation du travail avec des règles qui conviennent et à l'entrepreneur et aux entrepreneurs, à l'entreprise, créer une cohésion d'équipe tout en permettant aussi de pouvoir de temps en temps travailler et que chacun puisse s'adapter à son mode de fonctionnement. Je pense qu'une entreprise doit se poser des questions si en effet, qu'est-ce qu'elle peut améliorer si elle n'arrive pas à recréer des moments un peu conviviaux, c'est qu'il y a peut-être un sujet qui dépasse ça, quoi. Et ça a accéléré la notion de raison d'être au sein de l'entreprise en fait. Un peu comme tu disais, la restauration, ça a révélé des sujets de « non, j'ai plus envie de bosser comme ça, je suis mal payé, je travaille comme un chien, plus envie de ça ». Et je pense qu'au niveau des employés, c'est de se dire bah, « non, moi j'ai envie d'un cadre de vie qui correspond, qui est avec des valeurs qui correspondent à ce que je souhaite, avec une culture qui soit en adéquation à ce que… » Et donc la barre a un peu monté dans leur raison d'être, et ce qui est plutôt chouette. Mais je ne suis pas certain, et nous on voit aujourd'hui, que les dirigeants, au global, et là je parle d'une certaine tranche d'âge, se soit adapté. Tu vois, il y a cet équilibrage entre le changement des employés et les dirigeants qui n'ont pas toujours compris, c'est normal, on fait un con, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il n'a pas envie de bosser et c'est tout. Non mais t'as ça, moi je fais pas ça, ce genre de gars aussi de temps en temps. J'ai encore des dirigeants qui te disent, le jeune qui arrive, je le mets dans une chaise, sur une chaise en bois, ça va lui faire du bien, il va apprendre au début. Mais pas trop vieux, tu vois. Le mec a pas 50 berges. Tu vois, il a 40 ans, 38 ans, parce qu'il est passé par ce truc-là. Et c'est intéressant de voir ces changements-là. Et à la fois, tu as des générations qui se disent bah non, nous c'est la culture, on veut que les employés soient bien, on va avoir un lieu sympa où les gens soient contents de venir. Et toi, il y a ces transitions-là qui sont en train d'arriver. Et comme toi, dans ce que tu es en train de faire dans ton restaurant, avec ces vraies prises de conscience,
Et ça, c'est super intéressant. Ça se réfléchit. Mais ça se réfléchit, mais c'est vrai que moi j'étais assez étonnée. On a fait beaucoup de recrutements, notamment d'alternants, des alternants quoi, qui doivent apprendre, qui sont jeunes. Et quand systématiquement en entretien, on te demande s'il y a du télétravail, c'est vrai que ça questionne aussi. Parce que le télétravail, il peut avoir de l'intérêt. Nous, effectivement, nos alternantes sont parfois en télétravail quand il y a du sens pour qu'elles le soient, parce que quand elles le réclament, quand c'est logique, avec plaisir. Mais quand, avant même de connaître l'entreprise, la question est est-ce qu'il y a du télétravail? On a envie de dire, c'est vrai que la nouvelle façon d'envisager le travail n'est peut-être pas la même que ce qu'il y avait avant, en fait. Ouais, je pense que ces jeunes générations, elles se disent juste que la finalité de la vie, contrairement à nos parents, c'est pas juste de bosser. Je pense qu'ils ont raison, en fait. Ouais, ils ont pas c'est tort. dur à avaler quand c'est toi. Quand t'es pas bien, c'est que les gens... Le télétravail reste du travail. Moi qui suis très tactile, faut quand même de temps en temps que je les vois, tu vois, avec plaisir. Moi, j'ai du mal. Si, tu vois, je sais, des fois, elles me disent attention, il y a pas de caméra. J'arrive pas à cerner ce que la. Enfin, je suis pas sûre de ce que la personne pense vraiment. J'arrive pas en fait. J'ai besoin de l'avoir en face. Donc, mais après, je vois que c'est pas tant une question de génération, moi je trouve de personnalité beaucoup. Tu as des gens qui se nourrissent des autres, ça leur fait du bien d'être au bureau, ça leur fait du bien discuter. Et tu as des gens pour qui en fait c'est pas productif, ils sont moins sociables, ils ont besoin de calme. Il faut leur accorder ce qu'ils ont besoin. Voilà, et du coup, c'est des gens qui aimeraient être en télétravail toute la semaine. Pas forcément leur jeter la pierre, en fait. Non, bien sûr. Ils sont probablement très productifs. C'est un peu désagréable, par contre, c'est pas un manque d'investissement, mais ils ont pas envie de te voir. C'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important pour le coup de ne pas accepter, parce que nous, tu peux être tenté de recruter quelqu'un de génial, mais qui, tu vois, qui correspond pas avec tes valeurs, quoi. Qui te dit, en fait, moi j'aime le remote à 100%, et toi tu dis, moi j'aime que ce soit convivial. C'est ça. Mais ça, c'est une question et tu de peux y valeur. aller. Ouais, mais du coup, tu peux pas prendre une personne. Enfin, moi, je pense que tu peux pas prendre quelqu'un qui ressemble pas à ton entreprise. Parce que nous, tu vois, par exemple, la valeur numéro 1, c'est trop, on la vit tous les jours, c'est le partage. On a besoin de partager. Donc, si la personne, elle te dit, moi, c'est pas mes valeurs profondes, elle est très bien pour autant. C'est juste qu'elle peut pas effectivement correspondre au lieu chaleureux, convivial et l'amour que nous on met derrière cette entreprise-là, qui est le partage. Et c'est assez drôle ce que tu dis, parce que le nombre de boîtes que je rencontre et que je coach, quelle que soit la taille, je précise, où les valeurs ne sont pas définies, où c'est sur le mur mais c'est pas incarné, c'est énorme. Après, c'est le syndrome Miss France. On a 3 valeurs, la beauté, le machin, le truc, très bien. Si comment tu les incarnes tous les jours Quoi Comment Ou t'en as 12, c'est encore pire, tu vois. Mais c'est fondamental, je pense, pour un entrepreneur. Je sais pas si vous avez, regardez-vous, ou travaillez vos valeurs, soient claires, incarnées chez toi, dans ton restaurant, et comment vous les faites incarner par chacun de vos employés. C'est comment. D'une, c'est une base de recrutement, pour être certain que ça s'aligne. Bien sûr. Et comment ça s'incarne au quotidien? Honnêtement, c'est assez facile à 15-20. C'est facile. Enfin, non, mais facile, mais quand ma boîte précédente, on est monté jusqu'à 300. Tu connais plus les gens en fait. Donc, tu Ouais. incarnes ce que tu veux, mais ils te croisent vaguement à une réunion. C'est pas pour toi qu'ils ont envie de venir au travail. Donc, tu perds. Ils se disent quand même que de temps en temps, 4 jours de télétravail, c'est pas si mal parce que c'est pas le kiff. Enfin, tu vois, ça s'anonymise, ça devient de plus en plus impersonnel, même quand tu. C'est peut-être qu'il faut rester. Enfin, si tu veux t'épanouir, peut-être rester à la taille d'entreprise que tu veux pour le coup. Si, tu vois, ce que je veux dire, c'est juste pas toujours compatible avec l'ambition que. C'est ça. Tu vois, dans mon cas, j'ai dit que je faisais un groupe parce que faire un resto, si tu veux avoir de l'impact pour changer, écologique, il faut que ça soit massif. Si je peux faire un super truc toute seule dans mon coin, voilà. Mais non, en fait, ça pour le coup, ça je l'ai déjà vécu parce que j'ai toujours travaillé dans la restauration. Ce qui est très très dur, c'est la dichotomie entre le bureau et les opérations. Ça, c'est horrible et je n'ai jamais réussi à le résoudre. C'est hyper triste parce que tu as des gens qui bossent, tu prends la restauration, donc le gars il peut avoir fini à minuit et demi, 1h du matin, il a encore 1 heure de transport, t'es debout, t'as porté des plateaux, c'est dur, tu t'es fait mal, c'est des boulots qui sont difficiles. Et eux, ils côtoient des gens qui sont au bureau du dessus, qui sont comme dans des bureaux, ce que vous essayez tous de créer dans vos boîtes. On rigole, machine à café, viens me raconter ton week-end. Ils ne comprennent pas en fait. Ils comprennent pas. C'est des gens qui pointent à l'heure précise, qui seront grondés s'ils sont en retard d'une demi-heure. Et à côté, tu as des bureaux que tu essayes de rendre le plus sympa possible avec des vides bureaux qui n'ont rien à voir.
et qui eux ils sont en galère parce que le coffre est coincé le dimanche et au bureau pour les aider il y a personne parce que eux au bureau bah, c'est du lundi au vendredi et tu peux le prendre dans tous les sens. Je sais pas, j'ai jamais réussi à réconcilier ce truc-là. Honnêtement, quand tu es quelqu'un qui est opérationnel et que tu as cuisiné toute la journée, tu as eu chaud, tu t'es coupé, tu t'es machin, la fille des réseaux sociaux, je mets des gros guillemets, Non, mais ouais. qui a passé sa journée à faire, ça a de la valeur, on en a besoin, Ouais. mais clairement on n'est pas dans le même monde. Ouais, je comprends. Et c'est celle qui s'est assise pour te demander s'il y avait 4 jours de télétravail ou 3 par Ouais, semaine, ouais, c'est la ouais. même. Ouais. Donc t'es vraiment, et c'est le Covid a encore accentué ça, t'es dans deux mondes. Bien sûr. Quand les gens disent les gilets jaunes, moi dans la même boîte, je le vois. Ouais. T'as deux mondes différents. J'ai connu à la fois le cabinet de conseil avec plusieurs milliers de collaborateurs, et puis sinon plutôt la petite structure. Là, on est 5, et puis j'ai connu aussi des scale-up à 70, enfin, pas vraiment scale-up, c'est plutôt une grosse start-up. Donc, j'ai pas trop connu l'entre-deux. Je sais pas exactement dire à quel moment c'est cool. Ça peut être horrible quand c'est petit, Parce que vous êtes combien là et ça peut être très cool quand c'est très gros. Ouais. Parce qu'en fait, là, chez les tours, on n'est que 5, donc normalement, j'espère que c'est plutôt cool. Mais effectivement, j'ai eu des moments compliqués dans une boîte dans laquelle j'étais avant où on était 70. J'ai des super souvenirs de mes expériences dans le conseil. La boîte était énorme, mais en fait, c'est divisé en business units qui sont également elles-mêmes divisées en petites équipes. Donc en fait, la taille n'est pas si impactante sur le management au quotidien et sur la relation que tu as avec les collaborateurs. Pour avoir été dans des boîtes de plusieurs centaines de milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes, je rejoins, il y a une notion de valeur et de culture d'entreprise. C'est clair. C'est évidemment, ça se tend dès que les chiffres sont pas bons. Mais dans ma carrière, tu vois, j'ai dû reconnaître 2 bons managers. 2 bons managers, après tout dépend ce que tu appelles un bon manager. Je sors du parti cool parce que j'enlève la coolitude de côté. Moi je parle de bons managers capables de faire grandir les gens. Comprendre le talent de la personne, le mettre au bon endroit, structurer l'équipe pour qu'elle soit efficace. Ça c'est la qualité d'un bon manager. Et de redresser tout le monde quand effectivement les chiffres sont pas bons, comment on remobilise l'équipe envers un projet. Ça, 2. Donc intrinsèquement, malgré des formations managériales que j'ai eues ou que d'autres ont eues, et moi j'étais un piètre manager perso, je reconnais, c'est pas inné, c'est rarement inné, ça s'apprend. Mes premières expériences étaient catastrophiques et tu grandis au fur et à mesure, tu essayes de comprendre et de t'améliorer. Et comme partout, tu as des cons. Est-ce que on peut pas t'as des gens qui cherchent le pouvoir, t'as is no good, je veux être le calife à la place du calife. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est de la politique. Et si l'homme qui manage n'est pas dédié à ses équipes et moins dédié au-dessus, là, on sort de la coolitude et on sort de faire grandir les personnes pour aller dans un objectif commun d'efficacité collective. Et ça, c'est... Mais c'est là où tu as un sujet de valeur, parce que ce genre de personnes, normalement... Ouais, mais elles sont tellement politiques. Non, mais le problème qu'il y a avec le côté manager, c'est que souvent, en fait, quand tu fais bien ton travail, tu as une promotion. La promotion, c'est que tu deviens manager. Et donc, du coup, tu gères une équipe. Mais du coup, tu n'apprends pas le métier de manager, alors que c'est un métier complet. Oui, mais donc, ces personnes-là, effectivement, n'ont pas forcément appris les techniques de management. On voit que dans les grosses boîtes, c'est des promotions internes qui font que tu deviens manager sans avoir forcément les compétences ou les connaissances de manager. Et du coup, ça peut faire des dégâts sur des salariés. Le principe, c'est des personnes bien. La moitié des gens, enfin, je ne sais pas quelle proportion, sont des gens pas bien. C'est dur. Non, mais qui la moitié des... Pardon, mais alors là, c'est dur. Pour moi, 97%, tu vois. Moi, je suis plutôt la règle des 97%. Moi, je crois que c'est les systèmes qui te mettent dans une situation qui n'est pas chouette. Moi, je ne crois pas que ça soit l'humain. Moi, je pense qu'on a créé des systèmes d'entreprise qui poussent à des comportements qui peuvent être déviants parce que le système, en fait, il a été fait d'une certaine façon, par exemple, avec le surcontrôle, tu enlèves beaucoup d'autonomie aux gens, tu enlèves beaucoup de responsabilités, tu expliques que quelqu'un, en fait, ce qui est bien, ça peut être, tu vois, la manière dont il va monter au sein de l'entreprise et non pas ce qu'il va délivrer et la valeur qu'il va apporter à ses utilisateurs. Je pense qu'il y a des gens... Bienveillants. Humain et bienveillant. Si on parle de managérial, je pense qu'il y a une notion de talent inné de la personne. Et c'est comme si tu demandais globalement à un éléphant de monter un arbre
bah, il y a des trucs sur lesquels tu t'es pas fait pour en fait. C'est pas un talent que tu as intrinsèquement. Donc, et c'est là où la partie promotionnelle que tu as dans des grosses boîtes, tu as bien réussi en tant qu'individu, tu as fait un super truc, on te montre, t'es manager. Il faudrait savoir dire non. Mais peut-être qu'en termes de talent, tu n'as pas les talents intrinsèques pour être manager. Tu étais un très très bon gars en tant que contributeur individuel, tu étais talentueux là, et en fait on va te mettre en échec et tu vas devenir un très mauvais manager. Et c'est juste dans cette partie-là où il y a un manque de connaissances et de relativité par rapport à ça dans les entreprises. On se dit, mais est-ce que le gars peut être un bon manager? Est-ce qu'il a le talent? Est-ce qu'il a envie? Oui, il a envie de grandir, il a envie d'avoir une promotion, mais peut-être qu'il n'a pas envie de gérer des gens. Bah, et peut-être qu'il n'est pas fait pour. Après, et on regarde pas trop ça. Après, je trouve, moi, je suis pas, enfin, après, moi, j'ai ma perspective, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de boîtes où il y a quand même un souci d'essayer d'identifier si on est plutôt un expert ou un manager. Il y a des tracks quand même qui commencent à émerger où, bah voilà, si tu es vraiment très bon, mais tu sais pas parler aux gens, et bah c'est pas grave, tu vas évoluer dans l'expertise. Je suis d'accord, mais c'est très faible. Bah ça, je sais pas. C'est très faible. On en voit quelques-unes. Je peux te dire. En tout cas, moi, c'est super la vision que j'ai de ça. Si un jour la boîte grossit, quoi. Et ça, c'est le monde idéal, évidemment. Donc, ce qui fait que la promotion automatique d'un mec qui gagne plutôt bien sa vie et qui veut évoluer, c'est de se dire, bah, je passe manager. Et tant qu'on n'aura pas changé culturellement ce passage-là, il y a d'autres étapes, d'autres évolutions possibles dans l'entreprise pour te permettre de. Et c'est un vrai changement culturel. Et les grands groupes sont loin de ça. Moi, j'ai voulu un endroit dans lequel chacun puisse se sentir bien, en sécurité psychologique, à l'aise. Donc en fait, si tu veux me partager des choses, tu me les partages, mais moi je te garantis que je les utiliserai pas contre toi. Moi, ça m'est arrivé dans le passé d'être dans des entreprises, de confier des choses sur ma vie personnelle, que ce soit réutilisé contre moi. Je l'ai vu, et ça c'est hyper. Pour moi, c'est hyper important de bien cadrer en fait les choses et de dire non, mais là, je veux que ton expérience professionnelle, elle soit hyper agréable, la plus possible en fait, que tu sois le mieux possible en entreprise. Mais le concept de famille, ouais, ça me fait un peu, pas trop. Enfin, je sais pas pour vous, mais. Je suis totalement d'accord. Vous scindez le pro perso beaucoup ou... Ouais, nous on a des salariés qui ont fait pas mal de reconversion professionnelle. Enfin, on a une avocate qui a été serveuse, qui ensuite a rejoint la boîte. On a une juriste qui est devenue sales, une auditrice qui est devenue développeuse. Donc c'est génial, donc c'est assez marrant. Ouais. Et pour le coup, effectivement, elles ont. L'enjeu, c'est que le rapport au travail soit hyper sain, comme tu le dis. Et donc, elles arrivent avec un bagage de rapport au travail qui est le leur. Et c'est tout à fait OK. Et donc. Quand elle quitte le boulot et on ne va pas forcément faire la fête tous les soirs, on ne va pas tout mélanger, quoi. Et c'est tout à fait normal. Il faut juste que exactement comme ce que tu dis, quand elles arrivent au travail et que l'équipe est là, bienveillance, franchise, voilà, et puis que ce soit sain, quoi. Tu fais pas la petite réflexion, quand la personne part à 17h, t'as pris ton après-midi. Ah bah si, évidemment. Tu fais partie de ces gens-là, mais je suis super déçu. En fait, c'est moi qui pars à 17h pour aller chercher les enfants. Oui, moi, dans le côté famille, je suis très d'accord, et à la fois, il y a du bon dans la famille, et le côté, je prends soin des uns des autres. Pour moi, moi, je trouve que l'entreprise devrait un peu être une grande famille. Pas dans le sens où tout est perméable, mais dans le sens où tu te soucies de la personne qui est à côté de toi, humain. C'est pour ça que si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu peux être mauvais manager techniquement, mais tu devrais pas faire tant de dégâts qu'on en voit, parce que si tu es, entre guillemets, une personne bienveillante, il y a des choses que tu ne feras jamais. Ok, t'as pas la technique, mais tu peux pas faire du mal comme certaines personnes. T'as des environnements tellement toxiques que ça ne tient pas juste au fait que le gars n'ait pas été formé. C'est pas vrai. Le seul problème de ça, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que pour être un bon manager, quand tu as les skills pour le faire, il faut avoir je pense qu'il faut avoir un minimum, avoir un peu travaillé sur toi. Ça, je suis d'accord. Parce que tu gères de l'humain, tu dois travailler sur la bienveillance, parce que les personnes en face sont des miroirs par rapport à ce qui se passe. Notre job, c'est vraiment d'essayer de couper toutes les règles que j'ai trouvées un peu connes. Au fil de l'eau, je me suis dit, mais cette règle est stupide. Et tu dis, ok, qu'est-ce que ça donne si tu l'enlèves? Alors après, c'est facile aujourd'hui, et t'en parlais, je crois, tout à l'heure, sur nous, on n'est que 15. Donc c'est easy, tu vois, voilà. Et là, le défi d'après, ça sera comment tu scales avec ce genre de choses. Mais j'ai cette conviction quand même que, en fonction des environnements qu'on te met à ta disposition et du cadre
des valeurs, etc., bah, ton attitude sera hyper différente. Si, enfin, je trouve qu'on joue beaucoup aussi tous avec le système. Si t'es dans un système qui est fait d'une façon où on va toujours chercher ce que tu fais, ça te pousse au vice. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui poussent vachement au vice et le contraire. Je trouve qu'il y a des endroits où plus on te dit, t'as la liberté de faire des choses. Je vous donne un exemple hyper concret. Dans notre équipe, on a mis en place une cagnotte collective. C'est un pourcentage, en fait, c'est 15% de la marge de Yeta qui est redistribuée à l'équipe. Donc, chacun a une carte bleue de l'entreprise, peut utiliser, on a mis un socle de règles et je m'aperçois que l'argent n'est pas dépensé. Et donc, en fait, je me marre. Et donc, c'est moi qui dis à l'équipe, mais coucou, en fait, dans cette cagnotte, je dis des bêtises, je crois qu'il doit y avoir 25 000 €. Enfin, il y a quand même un montant. Et je vois, là, ils avaient dommage qu'ils l'aient effacé. Il y avait une to-do list un peu des achats que vous voulez faire. Donc, genre une Switch, des livres, corbeille de fruits. Bon, ça, je sais pas qui l'avait mis, peu importe. Et j'ai dû un peu dire, allez, on y va. On dépense en fait, bah pour à la fois, tu vois, c'est un bien-être. Nous, on s'est dit, tu vois, on s'est dit bon bah en fait on va redistribuer la marge, on va pas, on a on a mis en place pas mal de trucs comme ça, des comptes formation, etc. Mais là c'est vraiment, tu sais, le petit bonus qui est lié forcément à la marge quand l'entreprise forcément va bien. Là on est en posture en ce moment de dire non mais go, faut y aller, faut dépenser. Enfin là où tu pourrais croire que en fait les gens vont, je sais pas, faire des abus ou des choses comme ça. Mais là je suis dans le cheminement mais qui est complètement l'inverse. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais après là, égoïstement aussi, moi je vois bien la différence quand tu es salarié et quand tu crées ton entreprise. Là ici on a tous créé notre entreprise, donc on l'a créé aussi à notre image, avec ce qu'on veut y mettre, avec nos valeurs et donc. A priori, on s'y retrouve en fait. Donc, il faut voir effectivement les salariés comment ils s'y retrouvent parce que c'est eux qui sont en posture de salariés. Et donc, effectivement, bon là. On est content avec nous-mêmes. Ben non, mais c'est ça en fait, mine de rien. Du coup, on est content avec nous-mêmes. Là, tout à l'heure, on parlait de famille. Moi, je vois. Alors, ça, il y en a qui pourraient adhérer ou pas adhérer. En tout cas, nous, ce qui est en tout cas important pour nous, quand je dis nous, c'est mon associé, donc qui est ami, et moi, c'est que nos salariés se retrouvent dans nos pensées. Mais effectivement, nous, quand on parlait de notion de famille, je te rejoins complètement. L'idée, c'est de prendre soin. J'essaye de vraiment prendre soin des gens qui m'entourent, dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Mais maintenant, il faudrait voir si elles sont satisfaites. Bon, on leur demande régulièrement. Mais moi, par contre, je ne fais pas... C'est un choix nouveau, enfin un choix qui s'est imposé à moi nouveau, mais je ne distingue pas ma famille, finalement, de ma vie d'entreprise. Donc ça veut dire que mes salariés connaissent mes enfants connaissent mes salariés. Ça, pour moi, c'est très important pour moi parce que je veux que mes enfants connaissent mon métier pour pas sentir cette cloison avec leur mère de t'es au travail, je sais pas où t'es. Donc ils savent où je suis, ils connaissent les gens qui m'entourent et vice-versa parce que du coup, moi au travail, comme tu dis tout à l'heure, à 17h, tu vas chercher tes enfants. Donc moi, quand à 17h, je dis je vais emmener mes enfants au sport, bah, les salariés ont une image de qui sont mes enfants. Il n'y a pas de... par contre, on ne se voit jamais en dehors du travail. On ne prend pas de goûter, enfin, on prend du goûter si c'est l'heure de leur travail. Je vais leur amener des brioches maison pour les gâter. Mais on ne se voit jamais en dehors du travail. Quand on s'appelle pour parler du travail, il n'y a pas de... Notre vie perso n'est pas reliée. Limite, nos conjoints, quand elles les ont rencontrés, c'était parce qu'il y avait une inauguration au travail. Mais il n'y a pas de... Il y a eu, à aucun moment, elles ont empiété sur ma vie personnelle et je n'ai empiété dans la leur. Pour autant, voilà, il y en a une, elle nous fait rire parce qu'elle parle de sa mamie Christine. Bah, si elle a envie de parler de mamie Christine, de nous dire que c'était son anniversaire, bah, ça fait plaisir à entendre. Et donc, du coup, c'est mêlé, mais toujours avec ce respect de la distanciation. Et pour moi, c'était très important, parce que c'est mon entreprise, que mes enfants comprennent la réalité de ce qu'il y a. Et du coup, bah, des fois, ils me parlent de tel et tel. Ah, elle a fait ça, ils se montrent leurs dessins, etc. Et je suis plus cohérente avec moi, ce que je suis. Ça veut dire que je ne fais qu'un, je n'ai pas cloisonné. On a demandé à nos salariés, si ça ne les dérangeait pas, que parfois, le mercredi après-midi, il y a un passage d'enfants, que mes enfants leur parlent, etc. Et au contraire, elles apprécient ça. Donc, dès l'instant que c'est cohérent et que ça convienne à tout le monde, voilà, c'est des règles qui doivent se mettre en interne. J'ai un jour un collègue, pas du tout, enfin dans ma vie de salarié, j'allais dire dans ma vie d'avant, un jour et tout, donc il était commercial et il me dit, et en fait il m'a fait un coup de Trafalgar quoi. Et en fait on s'entendait bien, je comprends pas le truc et tout ça. Il me dit mais Pauline en fait là je suis on est au travail, j'ai le masque, ce soir je redeviens sympa. Ah ouais. Ah, et là, ouais, ça m'a vraiment, hyper interrogée. J'ai jamais réussi moi
à être bah ouais. différente. Donc déjà, Ouais, t'es j'étais entière, quoi. je sais pas si j'étais jalouse ou s'il y avait j'ai jamais trop réussi. Ouais. Et je me suis dit non, en fait, ça c'est terrible, en effet, de devoir porter ce masque-là pour faire, parce que peut-être que tu crois que tu vas te protéger de quelque chose, etc. Et c'est un peu un truc que nous on dit beaucoup, on essaye de se dire, ok, ici, soyons suffisamment à l'aise pour que le masque tombe. Mais sous condition que enfin, il y a aussi ce truc derrière de ne pas réutiliser, de proposer de la vraie sécurité psychologique et une safe place en fait à ton équipe parce que la famille ça peut aussi engranger des moments, enfin ça peut être très compliqué en fait si t'arrives pas à avoir du respect, enfin plein de choses autour, ça peut être utilisé à mauvais escient par des personnes qui sont mal intentionnées. Moi, j'avais rencontré, une fois, ça m'avait servi de leçon. J'avais rencontré une dame, j'avais fait une formation dans un très gros organisme de formation. À l'époque, donc j'avais pas mon entreprise. Hein. Et je l'avais trouvé qu'elle avait très très mal parlé aux personnes que je formais. Elle les avait rabaissées, elle les avait humiliées. Enfin, ça m'a vachement touchée. Je me suis dit, mais c'est pas possible de parler comme ça à des gens. Elle était très, très stricte, très fermée, très... Et je me rappelais de son nom. Et je l'ai revue 2 ans après. Chef d'entreprise. Elle avait son propre organisme de formation. Et j'ai réalisé après que c'était la même personne. C'était pas vraiment la même personne. Elle était épanouie, disponible, adorable, à l'écoute, bienveillante. C'est après, par la suite, que je me suis dit, on est sur le même poste, avec le même nom, enfin le même poste, la même compétence, avec le même nom. Et quand j'ai demandé, effectivement, elle était dans l'autre lieu avant. Mais même physiquement, tellement elle avait changé parce qu'elle était enfin à sa place, c'était plus la même personne. Donc une personne que j'avais traitée de peau de vache pendant 2 ans, en gros, qui m'avait vraiment traumatisée en disant comment on peut parler, je la trouve aujourd'hui extraordinaire dans son métier tous les jours. Et donc je me dis que, alors certes, il y a peut-être des gens qui sont malveillants ou autres, mais c'est vrai que parfois on n'est pas à la bonne place ou on nous met pas à la bonne place et on montre pas le meilleur de soi-même en vrai. Une entreprise pour que les gens s'y sentent bien, c'est quoi le système? Ah, tu veux dire, Bah, qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Moi, je sors d'une boîte d'un ADN extrêmement fort, où un Steve Jobs a inculqué un ADN de l'excellence, du sens du détail, tu vois, à tout point de vue. C'est comment, même après la mort d'un dirigeant comme ça, cet ADN-là est toujours là et perdure. Non, mais comment, et donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Je pense qu'ils ont, pour l'avoir vécu, cet ADN-là, il est inculqué à travers dans tout le managérial, dans le recrutement, dans l'onboarding, dans les règles, les responsabilités, la culture, elle est incarnée à tous les points de vue. Et c'est super choquant, tu vois. Je suis passé d'Intel à Apple, ensuite j'ai fait une boîte américaine à une autre, et le changement drastique du niveau de détail, en fait, ce type de choses, le sens du détail, est incarné par tous les individus. C'est ce que je te dis, c'est les gens en fait, c'est tant que tous les niveaux de... Oui, mais oui, c'est les gens. Mais que tu as formé à regarder ça. Quoi. Mais c'est exactement ça, c'est quand quelqu'un rentre, un nouvel entrant, comment tu l'onboardes pour... Alors c'est horrible de dire ça, mais pour lui permettre de vivre ses valeurs, de voir qu'elles vivent par les autres, et ensuite de lui permettre de l'incarner lui-même. Et donc c'est ça qui est super compliqué, c'est... Quand tu es tout seul, ça va. Quand tu es 15, tu peux. Quand tu as 10 000, 20 000, 30 000 employés, comment tu fais ça au quotidien? Mais quand les gens transpirent, moi je l'ai vu, on transpire l'amour du produit d'Apple, parce qu'on est tous avec les yeux comme ça quand tu rentres dans cette boîte-là, les produits sont incroyables, sont beaux, sont machin. Et te dire, tiens, t'as pas de mal à transmettre ce sens du détail et l'amour du produit. Enfin, première année, on avait un objectif qui était clair, c'était fin de l'année, on veut des locaux. Enfin, on veut un endroit, voilà. Donc on avait le truc à peu près, mais on s'est dit première année, on ancre la culture. Culture first, et tout ça, on se pose pas trop la question. Nous, on a une grille de salaire transparente. Enfin, justement, la culture de la transparente, elle est hyper présente et tout ce qu'on peut rendre transparent, enfin, en fait, on rend tout. C'est la question qu'on s'est posée, c'est jusqu'où on le diffuse à l'extérieur ou pas. Bon, et ça, là, on est en train de tout diffuser. En fait, clairement, on est en train de se dire, on a rendu public la grille de salaire. Au début, on le partageait que aux personnes qui venaient en entretien. Donc, on avait des discussions hyper intéressantes. Hein. Et là, on a décidé de la diffuser en fait à l'extérieur. Ensuite, on a diffusé nos tarifs clients, comment étaient décomposés nos coûts en fait à l'intérieur, parce que je suis allée dans un restaurant il y a pas si longtemps où en gros sur le ticket de caisse, ils avaient mis, tu vois, où va, voilà. Et donc j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit ok, on fait l'exercice pour nous aussi. Et c'est vrai que en fait les retours, donc certains membres de l'équipe avaient
hyper peur. Enfin, il y a eu un peu de tout. Et en réalité, et donc la crainte, notamment sur diffuser ta stratégie, parce qu'il y a de ça, c'est comment tu fais si on te vole un peu ta stratégie, voilà, etc. Et donc là, avec l'équipe, on a répondu un peu tous, je vais pas dire unanimement, mais ce qu'on trouvait trop cool, c'est de se dire, en fait, on est obligé d'être hyper innovant, on est obligé d'être hyper inventif. Enfin voilà, là, on est obligé d'avoir un peu pas un coup d'avance, mais tu vois, de se dire, en fait, la culture de la transparence te force. Si tu dois en fait afficher plein de choses, t'es obligé d'avoir cette recherche d'excellence qui est... Et voilà, il y a un débat autour de ça. Est-ce que t'es open source? Est-ce que tu protèges? Jusqu'où tu protèges, en fait? Et du coup, on prend ce pari-là. On y va. Bon, je vous dirai dans les années à venir si c'était le bon... C'est quoi les peurs qui sont sorties là-dessus? Parce que t'as dû avoir quand même quelques coincements. Ouais. Du coup, nous, on avait des salaires différents entre les différents membres de l'équipe, parce qu'on a plusieurs métiers différents. Oui, et en fait, les gens sont pas dupes sur le marché. Enfin, on sait que, tu vois, un graphiste, il est moins bien payé qu'un développeur, qui est lui-même moins bien payé qu'un agile. Enfin, tu vois. J'ai l'impression que tu leur mets l'injustice du monde sous les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle existe en fait. Oui, mais. Enfin, tu vois. Elle est là et en fait t'as pas besoin de rien. Enfin, on n'arrive pas à la corriger, mais tu leur écris. Tu corriges. Enfin, en tout cas, nous notre parti pris, c'est de se dire on la corrige en redistribuant après les bénéfices, tu vois. Pour le coup, pas trop prime, ça c'est moins ma cam. Si j'ai l'impression d'être carotte bâton, qui me plaît pas trop. Mais la redistrib, enfin pour nous c'est notre façon, en tout cas. Mais elle est à la régale, Exactement. On a voulu le faire. On a fait à part égale, on a voulu faire pour les alternants et pour les stagiaires. En fait, les stagiaires, on n'a pas eu le droit. Tout ça, c'était les trucs. On a découvert, on a dit, ok, pour tout le monde, en fait, on fait pareil. Et non, ça c'est le système qui nous a rattrapés, mais c'était en vrai entre la peur qu'on peut avoir de le faire et puis donc on le pratique depuis la grille de salaire transparente depuis le début. Donc en fait. En entretien de recrutement, on regardait et donc on l'a exposé là depuis 4 mois, je vous dirais. En fait, c'est que des avantages. Pour le moment, je vois pas l'inconvénient. Peut-être qu'il me manque un peu de recul pour pouvoir vous le partager, mais c'est vraiment top. Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'en plus, on regardait la grille dès le premier échange. Donc, t'enlèves le sujet tabou, en fait, du salaire qui arrive à la dernière proposition à la toute fin. Tu vois direct, en fait, où est-ce que tu te situes. Et s'il y a un gros décalage, on en discute. Enfin, après, c'est une grille. Enfin, elle a mérite d'exister. Maintenant, on essaye quand même de s'adapter et de voir, en fait, dans la discussion. Ça veut dire qu'ils connaissent ton salaire. Il sera supérieur au leur. Qui sera supérieur à certains, ouais, je pense au leur. Ouais. Et je pense que, en fait, ce qui est super drôle dans ce truc-là, c'est que c'est un sujet qui me tendait beau, enfin, qui me tendait. Donc, à partir du moment où tu fais une grille de salaire transparente, pour moi, tu dois avoir tout le monde sur la grille. Dont nous. Donc, Peter et moi. Et donc, du coup, j'avais cette trouille de dire, OK, jusqu'où c'est quoi votre prix psychologique? Jusqu'où on peut se payer par rapport à ce qu'on gagnait avant? Non, mais, enfin, des vraies craintes, quoi. Et donc, du coup, ça me perturbait. Je me disais, mais est-ce que, du coup, je me paye comme avant? Peut-être que c'est trop. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, un jour, de manière hyper random, on fait une soirée et tout ça. Et j'ai plusieurs membres de l'équipe qui est venu me voir en me disant, mais tu sais que ça a l'air... vas-y, quoi, tu sais, genre limite, mets-toi bien, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais, tu sais, situation hyper random. Tu l'as vraiment pas vu venir. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce moment où, en fait, les gens te disent, non, mais vas-y, mais mets-toi bien, mais prends des dividendes. Enfin, kiffe, quoi. Après, on n'en est pas venu au moment où, tu vois, j'ai dit, bon, ok, coucou, ça va être, je vous dis des bêtises, 70 000 €. Et puis que la team me dit, en fait, Pauline, c'est trop, quoi. Enfin, tu vois, on n'a pas eu ça comme moment. Mais je pense, mais ça, c'est ma croyance, c'est de me dire, en fait, si tout le monde se sent bien payé, enfin, se sent bien ici, bien payé, enfin, rémunéré à sa juste valeur, on redistribue les bénéfices, enfin, tu vois, si l'équilibre est bon, je pense que ça sera OK. Quand j'accompagne les créateurs d'entreprise, je leur dis toujours, vous devez créer une entreprise à l'image de ce que vous voulez, vous, comme vie, et non pas à l'inverse. Vous ne devez pas être au service de votre entreprise, sinon tu n'as plus de vie. Enfin, moi, je sais que quand on a créé Glory, on savait qu'on aimait le voyage, on savait qu'on avait besoin de temps avec nos enfants, on savait qu'effectivement on avait nos loisirs, et on a créé une entreprise qui nous permettait de vivre ça. Et quand on a créé Glory, au début on te dit, tu crées ton entreprise, tu n'as plus de vie. Moi, la première année, je suis partie 4 fois à l'étranger, j'ai fait 3 continents, et personne
ne pouvait savoir que j'étais à l'autre bout du monde. Effectivement, il y a certains coachings que j'ai fait à distance, ma comptabilité je l'ai fait à distance, mon administratif je l'ai fait et j'ai rencontré des gens, on voyage aussi beaucoup pour le travail puisqu'on rencontre des hôtels de luxe un peu partout dans le monde, mais l'entreprise n'est jamais pénalisée de ça. Et effectivement, on fait tout. Enfin, moi je sais que nos bureaux, ils sont à 5 minutes de notre domicile, à 30 secondes de la salle de sport. Tu vas aller au sport de 6 à 7, tu rentres, enfin voilà, pour raconter ma vie, en gros, de 6 à 7, tu vas au sport, 7, tu rentres, tu t'occupes des enfants jusqu'à 8h, tu les emmènes à l'école, tu es à 8h20 au travail. Enfin, et ça crée une liberté parce qu'on a fait l'entreprise à l'image de ce qu'on avait voulu nous. Mais au final, enfin, moi, en 3 ans, je suis tombée malade 2 fois en 3 ans, et pourtant, je travaille beaucoup, enfin, si on devait appeler ça du travail, je travaille beaucoup plus qu'avant. Alors que quand j'étais salariée, j'étais malade 1 à 2 fois par an. Je peux corriger, je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus. C'est plus du boulot, quoi. Non, mais c'est le gros changement, sérieusement. Je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Bon, après, il y a des trucs, des contraintes de compte qui sont résolues par les outils digitaux. Mais c'est un kiff, excusez-moi, c'est un kiff absolu, quoi. Ah ouais. Ouais, moi, je suis d'accord. J'ai eu mon deuxième enfant pendant qu'on levait des fonds. Et en fait, la crèche est tellement une galère qu'on met maintenant dans les offres d'emploi, on dit que l'Étau va prendre en charge les places en crèche parce que pour moi, c'est un perk hyper important. Et donc, pour mon point, c'est de dire que effectivement, on a essayé de construire l'Étau de manière à ce que ce soit adaptable à mon style de vie qui était assez contraint et que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça, c'est le premier point. Et ensuite, nous, on se pose très souvent avec Benjamin sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur qu'on fasse et qu'est-ce qui va sous-traiter. Et on a beaucoup de freelance, même sur les sujets que je maîtrise, en fait, sur lesquels on se dit non, mais ça sert à rien que je passe du temps là-dessus. Il n'y a pas de valeur. Et ça, on le fait au moins une fois par mois, on se pose sur, mais attends, ce truc-là, en vrai, vas-y, il faut qu'on trouve quelqu'un. Parce que sinon, même si on sait le faire. C'est le principe. Ah ouais, déjà ça y est. Merci à toi. Merci. Je vois que j'ai le chien qui pète un câble en poulet.